Bonjour Philippe, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté mon invitation. Philippe, tu es le maire d'Ivry-sur-Seine. À Ivry, justement, les habitants d'un squat rue Marceau ont été délogés le 26 octobre dernier au petit matin. On parle d'une centaine de personnes, dont une trentaine d'enfants, qui vivent aujourd'hui dans un gymnase que la municipalité leur a ouvert derrière la mairie. Ça fait longtemps que la mairie est sollicitée par les familles qui sont au courant du risque d'expulsion depuis maintenant pas mal de temps, hein, quelques années, je crois, mais qui s'est accéléré en juin avec une décision du tribunal. Comment ça se fait que rien n'ait été fait auparavant et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans cette situation de devoir être logés dans un gymnase? C'est bien la question que je me pose parce que depuis, en fait, ils étaient dans ce squat depuis 2017. Donc, tu vois, ça remonte quand même déjà à plusieurs années. Alors, dès le début de leur arrivée sur Ivry, on a été tout de suite sollicité par les réseaux militants, par les familles elles-mêmes, à plusieurs reprises. On a dialogué avec elles, etc. Et depuis le début, on demande à l'État, à la préfecture, d'organiser un diagnostic social, c'est-à-dire d'essayer de connaître ces familles, de connaître leurs besoins, parce qu'on a bien conscience que la situation de squat, c'est pas quelque chose qui peut durer toute la vie et c'est pas quelque chose qui peut s'établir dans la durée et qu'il y a toujours ce risque de l'expulsion parce que forcément les propriétaires privés, même s'ils n'ont pas de projet précis sur un local comme celui-là, à un moment donné, ils vont vouloir le récupérer. On se doute bien qu'un immeuble de cette importance, d'anciens locaux de bureau d'ailleurs, pour être précis, qui se trouve à même pas 100 mètres des frontières parisiennes, ça a une valeur marchande et le propriétaire qui a ça, forcément, il n'a pas envie de le mettre gracieusement à disposition de familles, quelle que soit leur situation. Donc, on a dit à l'État dès le début qu'il fallait engager un processus social de diagnostic pour pouvoir orienter ces familles quelque part. On l'a demandé, je crois, au moins de manière tout à fait officielle et chaque fois qu'on en a eu l'occasion, au moins 3, 4 fois pendant cette période-là. Et du coup, l'État s'est retrouvé, comme d'habitude, dans la situation où ils n'ont pas souhaité engager ça. On avait même demandé que ce soit à la charge financière du propriétaire de ce bien. Parce qu'on ne peut pas prendre la responsabilité de laisser un bien vacant et laisser des gens s'y installer sans jamais rien faire et prendre en Mmh. compte la situation. On n'a pas été entendu et forcément, le tribunal a fait droit à ce propriétaire et non seulement a fait droit à ce propriétaire, mais a condamné l'État à une amende assez forte, hein, à chaque période où il n'exécutait pas l'expulsion. Et là, on est arrivé à quelques encablures de la trêve hivernale et donc l'État a un petit peu accéléré ce processus. Nous, on a mis la pression au maximum pour que le jour de l'expulsion, une solution d'hébergement soit proposée à chaque famille, à chaque personne qui était. Ça a été fait d'ailleurs, hein, il y a eu plusieurs dizaines de propositions d'hébergement, mais dans les conditions qu'on connaît habituellement, c'est-à-dire des hébergements au 115 qui ont été refusés par les familles. Et c'est comme ça que le soir, ces familles se sont présentées à l'hôtel de ville, ont un peu occupé l'hôtel de ville, c'est vrai, et on a ouvert un gymnase parce qu'il fallait bien mettre ces personnes à l'abri. Mais ce qu'on a obtenu depuis, c'est intéressant parce que l'État, du coup, on a décidé ensemble qu'on n'allait pas faire évacuer l'hôtel de ville par les forces de l'ordre. Tu vois, c'est pas dans notre Mmh. culture et l'État n'avait notamment pas envie non plus de faire ça. Et donc, on a ouvert un gymnase et on a enfin obtenu ce qu'on réclame depuis plusieurs années, c'est-à-dire qu'un opérateur social soit nommé pour pouvoir maintenant, mais dans de mauvaises conditions, dans des conditions d'urgence qui ne sont pas bonnes, pouvoir faire un diagnostic pour essayer de trouver des orientations un peu durables, je serais tenté de dire, et un peu sérieuses pour que ces familles, notamment, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, hein, tu le disais, il y a une trentaine d'enfants scolarisés dans des écoles de la ville, Mmh. avoir une orientation décente pour pouvoir, je dirais, faire leur parcours vers le droit commun. Tu vois, c'est ça le sujet. Mais ce que tu es en train de me dire, c'est que un maire, une municipalité, alors même qu'elle est au courant d'une situation, tu dis ça date depuis 2017, en gros, à part faire pression sur l'État, sur l'administration centrale, vous êtes un peu à poil, enfin, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Vous n'avez pas de pouvoir, s'il n'y a pas de revente, par exemple, du bien, vous ne pouvez pas faire agir votre droit de préemption. Est-ce qu'il y a eu une revente du bien? Ah, oui, il y a eu une revente du bien. Pourquoi vous n'avez pas préempté alors?
Bah, parce que pour préempter, il aurait fallu qu'on soit en capacité d'acheter. C'est Mm. évident que si on avait préempté, on pouvait le faire. Mais ce bien, tu vois, il doit valoir, je ne sais pas la valeur marchande qu'il a, mais c'est au moins plusieurs millions d'euros. Et la ville n'a pas plusieurs millions d'euros à disposition comme ça sur un projet imprévu pour pouvoir préempter un bien. Parce que préempter un bien, d'abord, on ne peut pas le faire automatiquement. Pour préempter un bien, il faut que ça ait un intérêt légalement recevable. C'est-à-dire que si on avait eu, par exemple, l'idée de construire à cet endroit un équipement public ou de faire du logement social ou je ne sais quoi, il aurait fallu qu'on le justifie pour pouvoir préempter le bien. Mm. Or là, ce bien-là, on n'avait pas, nous, en tant que ville, de projet particulier dessus. Donc, toute forme Mm. de préemption aurait été jugée illégale et aucun tribunal nous aurait permis de l'acquérir dans ces conditions-là. Et encore une fois, les 4, 5 millions qu'il aurait fallu pour l'acheter, on ne les avait pas. Mais j'ai parlé à un représentant du collectif de familles qui sont dans le gymnase et il m'a dit, il était un peu énervé aux entournures et en gros, il m'a dit qu'il y avait un peu un deux poids, deux mesures entre ce que tu disais, entre ce que la municipalité disait et ce que la municipalité faisait, notamment parce que tu as affiché, mais je pense que l'entièreté de la municipalité aussi, avait affiché sa solidarité avec Domenico Lucano, l'ancien maire de Riace en Italie, qui a été condamné à 13 ans de prison pour avoir travaillé à un accueil digne des exilés et des migrants. En gros, il s'était mis hors la loi, mais pour garder ses convictions humanistes notamment. Est-ce que toi, tu penses pouvoir potentiellement en fait aller aussi loin que Domenico Lucano et je ne sais pas au nom de convictions humanistes et parce qu'il faut absolument faire quelque chose te mettre hors la loi. Mais tu sais, dans la plupart des cas, je le suis déjà Bon. en loi. C'est-à-dire que le nombre de personnes sans titre de résidence sur le territoire qu'on a été amené à héberger dans des équipements municipaux et dans des tas de sujets, on l'a fait déjà. Et heureusement, sur ce sujet, la justice française n'a pas été nous chercher comme la justice italienne a été chercher Domenico. Parce il y a au moins ces 4 dernières années une dizaine de bonnes raisons qui auraient pu me conduire devant un tribunal et m'amener à être condamné pour aide au séjour irrégulier de personnes sur le territoire. Je dirais même qu'on a à quelques moments planqué, je le dis comme ça, dans des logements, des personnes dont la situation administrative était inextricable, notamment au moment où on a mené beaucoup de combats sur les sans-papiers pour essayer d'obtenir un maximum de régularisation, on a été amené à faire ce genre de choses. Et je rappelle aussi que j'ai été, je crois, le seul maire d'Île-de-France à accepter d'accueillir sur mon territoire un centre d'hébergement d'urgence des migrants en lien avec la ville de Paris, hein, naturellement, sur le site de l'usine des Eaux, où il y a 400 places d'accueil pour des migrants et où il y a des milliers de familles qui ont transité, je vais le dire comme ça, par cet endroit et où l'exigence de la ville a permis qu'il y ait dans ce lieu une école, un centre de soins, etc. Et donc, je crois qu'on ne peut pas tellement. Il y a plein d'autres, sans doute beaucoup d'autres maires qui n'ont pas fait le quart du tiers de ce que nous, on a fait à Ivry. Donc, on ne peut pas nous prendre sur ce sujet-là. C'est profondément injuste. Et encore une fois, la situation du 37 Marceau, on la connaît bien depuis le début, on a agi. Nos services sociaux, d'ailleurs, le CCAS, ont découvert tardivement dans le processus, parce qu'il n'y avait pas de lien avec nous, des situations de famille qui étaient sans couverture sociale, sans AME, sans rien du tout, et on les a accompagnés comme on accompagne n'importe quel Ivrien, quelle que soit sa situation administrative. Donc là-dessus, je pense que voilà, et puis on est aussi une des seules villes à avoir accompagné, et c'est pas fini d'ailleurs, sur la durée, la résorption d'un grand bidonville Rome en centre-ville où il y a eu jusqu'à 400 personnes et où on a fait la démonstration que les processus d'accompagnement qu'on mettait en place étaient beaucoup plus efficaces que les processus de l'État, avec comme seule réponse largement insuffisante et sur laquelle il faut, à mon avis, attirer l'attention avec des hébergements au 115 qui veulent rien dire. Tu vois, à Ivry, on a plus de 1000 places d'hébergement d'urgence sur notre territoire ouvert à ces populations.
tous les hébergements hôteliers du 115 qui existent, y compris sur notre territoire, sont aujourd'hui réservés à la grande précarité parisienne. C'est-à-dire que quand nous, on est confrontés ici, comme on l'a été là avec le 37 Marceau, à des situations de cette nature, bah, ces personnes sont envoyées à l'autre bout de l'île de France, tu vois, dans des conditions pas acceptables, alors même que leurs enfants ont commencé leur scolarité ici dans la ville, ont tissé des réseaux de solidarité, de soutien, etc. Et donc, c'est profondément injuste, quoi. Si après une expulsion comme celle-là, on avait été capable, l'État avait été capable, parce que c'est sa responsabilité, de proposer des hébergements, même au 115, avec toutes les insuffisances que ça peut avoir sur le territoire d'Ivry, la situation serait très différente. Les familles les auraient plus probablement acceptées parce qu'elles restaient dans une ville où elles ont pu bénéficier d'accueil à l'école, de soutien du point de vue social, y compris ces familles-là, par exemple, si leurs enfants mangent à la cantine, elles bénéficient des plus basses tranches de caution, etc. Elles sont traitées exactement comme les autres, encore aujourd'hui d'ailleurs. Lorsque j'ai parlé en fait avec quelques-uns des représentants du collectif de famille, en fait, ils étaient, pour ne pas, enfin, je vais pas te le cacher, mais ils étaient assez énervés à l'encontre de la mairie. Alors, ils avaient pas mal de récriminations, hein. La première, c'est que quand ils étaient arrivés, il n'y avait pas de chauffage. Quand ils sont arrivés le 26 octobre dans le gymnase, et donc du coup qu'ils ont dû passer une ou deux nuits dans le froid, alors même qu'ils avaient des enfants, etc. Donc que c'était assez dur. Ils ont aussi l'impression de ne pas être assez écoutés. Du coup, or, j'ai quand même l'impression que dans ce que tu dis, et j'ai aussi vu ce que tu publiais sur les réseaux sociaux, etc., j'ai quand même l'impression que tu essayes de faire des choses en rejetant la responsabilité sur l'État, mais aussi en faisant des choses concrètement. Où est le problème? Comment ça se fait qu'ils ne considèrent pas la mairie, enfin, j'ai pas l'impression qu'ils considèrent la mairie comme un allié pour eux. Et deuxièmement, j'ai aussi vu des militants, notamment des militants de gauche très engagés sur les questions d'accueil des migrants, aussi relayer en fait des appels disant que en gros la municipalité PCF d'Ivry était complice en fait Ouais. de l'État et de l'inaction de l'État. Où est-ce qu'est le problème? C'est un problème de communication ou c'est un problème plus profond? C'est les deux. Il y a à la fois un problème de communication et un problème plus profond. Je pense que le problème plus profond, il est que quand tu es amené à gérer une collectivité locale, tu es dans un exercice de gestion qui te rend, je vais dire, lucide et conscient de l'ensemble de ce qui se passe sur ton territoire. Tu ne peux pas avoir une vision partielle qui fait focus sur une seule situation. Parce que si je te faisais l'inventaire de toutes les situations très, 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 très préoccupantes qu'on a à Ivry, il y a encore quelques bidonvilles sur notre territoire, il y a plusieurs autres squats, etc., etc. Et à nous tout seuls, quelle que soit notre bonne volonté politique, on ne va pas y arriver Mmh. si les structures en général ne changent pas. Et le problème qu'on a, c'est qu'il faut qu'on fasse face à tout et à toutes ces situations. Je te parlais du bidonville Truyot tout à l'heure, il n'est pas totalement terminé. On a encore ce qu'on appelle le village de l'espoir, rue Einstein, où d'ailleurs je crois qu'une famille tchétchène qui est dans le gymnase actuellement va pouvoir être intégrée. Donc il y a aussi des réponses au niveau local qui vont pouvoir être faites. Mais la question, le désaccord que j'ai avec les squats, pour tout te dire, Pablo, Mmh. c'est que, tu vois, là, ce qui s'est passé est assez typique. C'est-à-dire que quand on reste dans ces situations, souvent, ces familles, elles n'ont pas le choix. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Elles arrivent dans des parcours de migration extrêmement durs, extrêmement difficiles, et elles se mettent à l'abri là où elles peuvent. Et ça, personne, n'importe lequel d'entre nous serait dans la même situation avec des gamins. On ferait exactement pareil. On essaierait de trouver un lieu où on peut au moins s'abriter, au moins être ensemble, au moins être dans la solidarité et essayer d'avancer. Sauf que ça peut, si on n'y prend pas garde, constituer des impasses du point de vue de l'accompagnement individuel de ces personnes. Et c'est ça mon problème. C'est que quand on peut se dire, ben, on est tranquille, il y a un squat, on le soutient, on vient avec nos belles écharpes tricolores, on empêche les CRS de les virer et on les laisse là et ils sont tranquilles et personne s'en occupe. Ils survivent avec des expédients, avec des petits boulots. Ils font pas les démarches administratives pour avoir leurs papiers. Ils font pas les démarches administratives pour avoir la ME. Mais c'est pas grave, ils sont là, on tolère et ça fait des espèces de parenthèses comme ça dans l'espace urbain et tout ça. Moi, je suis pas favorable à ça. Et c'est pour ça que je me bats pour que partout
où il y a de la précarité, il faut désigner des opérateurs sociaux, des gens, des professionnels qui accompagnent individuellement les familles et qui leur permettent de construire un parcours pour aller vers le droit commun. Et Mais c'est c'est ce qui pas manque. incompatible, c'est pas incompatible avec aller essayer d'empêcher l'action des CRS qui veulent déloger des familles, des enfants et les mettre à la rue 3 jours avant la trêve hivernale. Enfin, c'est C'est pas pas, incompatible. c'est pas incompatible, mais si tu fais ça, d'abord, il faut pouvoir le faire. Mm. C'est pas toujours si évident que ça, mais avant de le faire, il faut être sûr que ça débouche sur quelque chose de positif pour ces familles elles-mêmes. Mm. Or, je pense que les squats, et tu sais, les militants dont tu parles, j'ai beaucoup de respect pour eux parce qu'on partage les mêmes valeurs et on a les mêmes engagements. Et Mm. ces militants-là, souvent, ils vivent pas dans les mêmes conditions que les familles. Souvent, eux, ils ont des perspectives, ils ont des capacités d'insertion, ils ont des capacités de rebond que ces Mm. familles elles-mêmes n'ont pas. Et il faut prendre en compte ça. Mm. Moi, j'ai vu les premiers résultats qui sont engagés là, avec le diagnostic social. Je pense que ça va durer un peu longtemps et qu'il va falloir qu'on révise les choses et qu'on ne laisse pas les choses en l'état. Mais les premiers éléments de diagnostic montrent qu'il y a énormément de travail social à faire avec chacune de ces entités familiales. La ville n'a pas les moyens de payer des opérateurs sociaux chaque fois qu'il y a un squat important ou pas important numériquement, etc. Donc là, ça, c'est une responsabilité de l'État. Et ce que je déplore, c'est que finalement, on s'adresse toujours à ceux qui sont le plus proches et le Mm. plus ouverts, donc les villes qui deviennent le point de fixation voilà, tu vois, plutôt que d'envahir la mairie d'Ivry, il faut essayer d'aller envahir la préfecture parce que c'est là où Mm. les décisions elles se prennent. Mais ça, bien sûr, c'est impossible parce Mm. qu'à la mairie d'Ivry, tu rentres comme dans un moulin. À la préfecture du Val-de-Marne, tu n'atteindras jamais le préfet, rien du tout. Mm. Donc, il y a un moment donné où moi, je veux bien qu'on nous reproche des choses et sans doute c'est légitime et ça peut être juste sur un certain nombre d'aspects, mais une ville, si elle veut être équitable dans le traitement de l'ensemble des situations qu'elle a sur son territoire, ses moyens sont forcément limités. Et tu vois, par exemple, on a à peu près 5000 demandeurs de logements sociaux à Ivry qui attendent depuis longtemps, qui sont logés dans le Mm. privé, qui payent des loyers chers, etc. Si à cela je dis, écoutez, je vais saisir 10, 20 appartes dans le patrimoine social et les familles tchétchènes qui sont là, je vais les mettre au moins quelques temps dans ces appartements je pourrais le faire, hein, tu vois, je pourrais ouvrir des apparts, je pourrais faire tout ça, mais quel message je renvoie? Je casse la solidarité, je casse l'équité de réponse et je prends le risque de mettre les précarités, les difficultés, les souffrances En en concurrence concurrence. avec les autres. Et ça, c'est ce que je veux éviter. Alors, quand tu veux éviter ça, quand tu essayes de trouver un chemin, eh ben, des fois, ouais, tu crées des insatisfactions et des incompréhensions. Tu vois, c'est pas qu'une question de communication, c'est aussi une question Mm. de comment tu décides de faire les choses et de quelle conception tu as de l'équité. Mais ceci dit, les familles Mm. qui sont au gymnase Joliot-Curie, on les laisse pas tomber, on suit avec l'opérateur Mm. social, on se battra avec l'État pour que les solutions qui leur soient proposées soient les meilleures possibles. Et on a déjà commencé et on va travailler à ça. Et c'est pas forcément, tu vois, de la com, ça, c'est du travail Mm. concret fait par les services. J'ai une dernière question, Philippe. En ce moment, faire de la politique, ça peut être particulièrement violent. Le 8 octobre dernier, un élu de ta ville, Boukari Gassama, ton adjoint en charge de la jeunesse, a été agressé au couteau. Tu es maire depuis maintenant 6 ans, 7 ans. Ouais, un peu plus que ça, ouais, 6, 8 ans, je sais plus. Ouais, c'est 2015, Depuis je crois. 2015. Ouais, Voilà, voilà. 2015. Donc, tu es maire depuis pas mal de temps maintenant. Est-ce que tu constates une dégradation du climat politique, à la fois au niveau local, municipal, mais aussi au niveau national? Est-ce que ça t'inquiète, pour tout dire? Alors, ça m'inquiète et ça m'inquiète pas en même temps, je vais te dire. Mmh. Ça m'inquiète parce que forcément, un de mes adjoints a été agressé et ça m'inquiète parce que c'est profondément injuste et que ça n'a pas de sens. Et il va mieux, heureusement, il a des blessures sérieuses, mais il s'en est bien sorti et maintenant il est complètement guéri et opérationnel et combatif et il n'a pas été trop traumatisé par une telle agression. Mais ce qui m'inquiète surtout, c'est un peu en lien avec ce qu'on disait précédemment, c'est que les mairies, finalement, on est les derniers remparts, on est les plus proches
Moi, j'habite dans une cité HLM, je me déplace à pied dans la rue. Dès qu'il y a quelqu'un qui a un problème dans sa vie, il peut croiser le maire, il peut l'atteindre, il peut croiser un adjoint, il peut croiser un élu. Et donc, on devient les derniers à être devant les gens et à pouvoir recevoir toutes leurs souffrances, toutes leurs difficultés. Et ce qui est grave, c'est ce qui se dégrade dans la société. C'est que les conditions de vie des gens, elles sont de plus en plus dures et qu'il y a de plus en plus de désespoir. Et de temps en temps, ce désespoir, bah ouais, il va se traduire par un débordement, une violence à l'égard des seuls qui apparaissent comme ayant un petit embryon de pouvoir et étant un petit peu responsables. Et ça, il faut qu'on en ait une conscience partagée. Et il n'y a rien qui excuse la violence, d'où qu'elle vienne, quelle qu'en soit la motivation. Mais en même temps, ce qui m'inquiète plus, c'est la dégradation des conditions de vie des gens. Et la manière dont ça se traduit, c'est vrai que ça peut être préoccupant. Merci beaucoup, Philippe. Merci. Merci à toi. Merci à toi.